Si un assassin redoutable était piégé dans votre propre corps, que feriez-vous? Vous enquêtez sur une série de meurtres horribles, mais vous ignorez que le tueur se cache dans votre tête. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur invisible dans Malignant. Cette femme est sur le point d'avoir des visions mortelles qui vont changer sa vie à tout jamais. Arrivée dans sa luxueuse maison de banlieue, cette femme enceinte Madison entre pour saluer son mari Derek, qui est occupé à regarder un combat de cage brutal. Madison mentionne qu'elle a des douleurs liées à sa grossesse et demande à son mari de lui donner du Tylenol. Derek lui demande pourquoi elle va travailler et Madison insiste sur le fait que tout ira bien. Quand elle éteint la télévision, il se plaint de ses multiples fausses couches. Derek lui dit qu'il y a de fortes chances que cela se reproduise d'après les conseils du médecin et il accuse Madison d'être responsable de la mort de leurs anciens bébés. Elle demande à Derek d'arrêter de rejeter toute la faute sur elle et le pousse. Tout à coup, il pète les plombs et frappe Madison dans le ventre. Réalisant qu'elle s'est brutalement cogné la tête, Derek s'excuse instantanément et se précipite pour apporter de la glace à sa femme. Cet homme est extrêmement violent et il va bientôt payer pour avoir fait du mal à Madison. À ce moment-là, Madison se déplace pour aller fermer la porte de la chambre à clé et elle se rend compte que son crâne est ouvert tandis que Derek continue de s'excuser. Cette nuit-là, Derek dort sur le canapé et se réveille en entendant un léger bruit qu'il pense être celui de sa femme. Derek traverse la maison et s'aperçoit que son blender s'est allumé tout seul. Il éteint l'appareil et se retourne pour constater que son réfrigérateur est ouvert. Confus, il ferme la porte et appelle Madison. C'est alors que la télé se met à changer frénétiquement de chaîne. Puis, il remarque qu'il y a quelqu'un assis sur le canapé. Derek allume la lumière et la silhouette disparaît. Il regarde aux alentours et remarque que le coussin du canapé se soulève comme si quelqu'un y avait été assis, avant d'aller voir dans la salle à manger. Tout à coup, il est pris en embuscade et tué par la silhouette. Ça fait une cible éliminée et il en reste 6. Madison se réveille d'un cauchemar et voit une énorme tache de sang sur son oreiller. Elle descend et appelle Derek sans se douter qu'il vient d'être tué. Madison aperçoit l'homme dont la tête a été proprement arrachée du corps et une silhouette sombre qui émerge de derrière. Terrifiée, elle essaie d'ouvrir la porte d'entrée, mais la créature s'élance en avant et lui bloque la sortie. Madison se précipite à l'étage et entre dans la chambre d'enfant, tout en s'efforçant de maintenir la porte fermée. Et c'est là qu'elle se fait repousser et qu'elle est assommée sans ménagement. Plus tard, des inspecteurs de police classent la maison comme scène de crime, mentionnant que les voisins ont entendu des cris venant de la maison de Madison et les ont appelés. L'inspecteur Kekoa explique qu'ils ont trouvé Madison inconsciente et qu'elle a été évacuée. Le médecin légiste Winnie s'approche de l'homme, expliquant qu'elle n'a jamais vu une scène de crime aussi épouvantable, tandis que les inspecteurs découvrent le corps démembré de Derek. Pendant ce temps, Madison se réveille et voit sa sœur Sydney endormie à son chevet. Elle réveille la jeune femme et lui demande ce qui s'est passé. Et Sydney lui apprend qu'elle a été attaquée. En larmes, Madison admet qu'elle a eu peur pour le bébé. Quand tout à coup, elle réalise que son enfant à naître n'est plus dans son ventre. Sydney se désole de cette perte et l'informe que le bébé n'a pas pu être sauvé. En entendant ça, Madison perd complètement pied. Et Sydney essaie de la calmer. Plus tard, elle est abordée par l'inspecteur Kekoa qui lui dit qu'il a besoin de l'interroger. Mais Madison ne répond pas. Sydney l'interrompt et prend sa défense. Et elle lui explique qu'elle a pris sa pause déjeuner pour s'occuper de Madison, qui est dans un état végétatif depuis 2 jours. Kekoa décide de demander à Sydney si elle connaît quelqu'un qui pourrait être responsable de l'attaque contre la famille de Madison, en précisant qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction dans sa propriété. Sydney révèle que le mari de sa sœur les a séparés, et Kekoa lui apprend qu'elle n'en était pas à sa première fausse couche. Comme elle n'en avait aucune idée, elle réconforte Madison, tandis que le détective lui donne son numéro de téléphone si elle venait à se souvenir de quelque indice que ce soit. Quand il va voir sa collègue Regina, elle lui apprend qu'ils n'ont pas trouvé d'empreinte, mais qu'ils ont remarqué que les traces de main du meurtrier étaient à l'envers, comme si le coupable avait été suspendu au plafond. Regina lui révèle alors que les voisins de Madison lui ont dit que la jeune femme avait l'habitude d'être battue par son mari. Et en assemblant les pièces du puzzle, Regina insiste sur le fait qu'il devait y avoir un mobile. Ok, cette pauvre femme a déjà vécu l'enfer, et la situation ne fait qu'empirer. Son mari a été brutalement assassiné dans sa propre maison, et elle vient de perdre un autre enfant littéralement parce qu'il venait de la frapper directement dans le ventre.
Derek l'a probablement bien cherché, et il est possible que de nombreuses personnes aient voulu sa mort. Mais il y a quelque chose dans les méthodes de travail de l'inspecteur Kekoa qui ne colle pas, et qui pourrait mener à une conclusion plus rapide de l'enquête. Lorsqu'il a inspecté la maison, Kekoa a remarqué qu'il y avait des traces de mains, mais pas d'empreinte digitale. Ça veut dire que soit le tueur était assez intelligent pour porter des gants et ne pas laisser le bout de ses doigts toucher quoi que ce soit il n'a littéralement pas d'empreinte digitale sur ses mains. Si les traces de mains étaient imbibées de sang, il est particulièrement étrange qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale, puisque ça aurait donné un meilleur résultat. Donc le tueur est potentiellement un récidiviste qui est un expert et qui a déjà fait ça auparavant. Il est vrai que les gants aident à masquer les empreintes digitales de criminels afin qu'elles ne soient pas découvertes, mais souvent, les gants eux-mêmes laissent des traces. La police et les détectives utilisent les marques laissées par les gants pour essayer de trouver un type d'empreinte. Et le fait de déterminer si les gants sont ou non fabriqués dans un certain type de matériau permet de limiter le nombre de suspects en trouvant soit les gants, soit leurs fabricants, soit les personnes qui les ont achetés récemment dans les environs. À moins qu'aucun gant n'ait été utilisé et que les mains n'aient tout simplement pas d'empreinte digitale. Ce qui est également une possibilité, puisqu'il existe une maladie génétique rare appelée adermatoglyphie, qui fait que les personnes naissent sans empreinte digitale. Mais ça rend également la recherche du tueur beaucoup plus facile. À l'instar des numéros de sécurité sociale, les empreintes digitales des citoyens américains sont enregistrées par le FBI afin de faciliter la recherche d'informations, qu'elles correspondent ou non à des antécédents criminels. Si une personne est atteinte d'adermatoglyphie, ses empreintes non digitales doivent être enregistrées quelque part, ce qui permet également de réduire le nombre de suspects. Enfin, les empreintes de main elles-mêmes peuvent être utiles à la police. Dans la plupart des cas d'homicide, la victime connaissait les agresseurs d'une manière ou d'une autre. Et le meurtre était prémédité, ce qui veut dire que la police devrait s'intéresser au cercle d'amis et à la famille de Derek. Le fait de relever les empreintes de main elles-mêmes et d'essayer de trouver une correspondance en termes de taille et de forme ne suffira peut-être pas à faire condamner une personne, mais ça devrait permettre de réduire le nombre de personnes concernées qui pourront alors être surveillées de près pour déceler tout signe de comportement suspect. Malheureusement, la police ne procède pas de cette façon, et elle est sur le point de découvrir que le meurtrier se trouve juste sous son nez. 2 semaines plus tard, Madison retourne à son domicile, et Sydney ici présente demande avec insistance de la laisser rester quelques jours pour l'aider. Encore sous le choc, Madison explique qu'elle pensait que cette fois-ci ce serait différent. Sydney dit à sa sœur qu'elle peut aller ailleurs, mais Madison est déterminée à rester ici. Ce soir-là, elle s'essuie les cheveux après une douche et jette un coup d'œil à l'extérieur au moment où ce lampadaire s'éteint. Madison ferme les rideaux et s'empresse de verrouiller sa porte d'entrée. Elle jette un coup d'œil par le Judas avant de continuer à barricader sa maison. Tout à coup, Madison voit la porte de derrière s'ouvrir et elle la referme rapidement avant de faire le tour de sa maison à la recherche d'éventuels intrus. C'est alors que la porte s'ouvre à nouveau et là, elle comprend que quelque chose ne va pas. Madison se précipite dans sa chambre tout en se convainquant qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le lendemain, elle commence à sécuriser sa maison afin d'éviter que ça ne se reproduise. Sydney arrive et découvre que les clés de la maison ne fonctionnent pas. Au même moment, Madison fixe inlassablement le mur, avant d'être surprise par sa sœur quand elle jette un coup d'œil par la fenêtre. Sydney lui explique que les clés n'ont pas marché et qu'elle a dû trouver un autre moyen d'entrer en escaladant le mur. Madison informe la jeune femme qu'elle a installé des pennes dormants et lui explique qu'elle avait les yeux rivés sur l'endroit où Derek lui avait fracassé la tête contre le mur. Sydney maudit le mort pour ses agissements passés, et Madison avoue qu'elle voulait rompre, mais qu'elle a réalisé qu'elle était enceinte. Et elle a alors décidé de rester pour essayer de faire en sorte que ça marche. Elle poursuit en disant qu'elle a toujours voulu avoir un lien de sang avec un autre être humain, précisant que leur mère l'a adoptée à l'âge de 8 ans, et qu'elle ne se souvient pas de l'identité de sa véritable mère. Ce soir-là, Serena, la guide touristique, fait visiter les souterrains de Seattle à un groupe d'aventuriers volontaires, expliquant qu'un esprit spectral hante toujours ces tunnels. Alors qu'elle remballe ses affaires avant de partir pour la nuit, elle entend quelqu'un arriver par l'entrée et elle annonce qu'ils sont déjà fermés. Serena s'avance alors dans l'obscurité, mais elle n'obtient aucune réponse et la femme décide de partir. C'est alors qu'elle se retourne et entend quelque chose se rapprocher. Terrifiée, elle se précipite vers le système d'éclairage et branche les prises pour découvrir ce qui se cache. Mais il n'y a personne. Tout à coup, la guide touristique lève les yeux et voit un monstre terrifiant se jeter sur elle. Plus tard, elle se réveille couverte de sang et d'échymoses, ligotée dans le grenier d'une maison. Luttant pour se libérer, la guide touristique voit la créature s'habiller avec ses vêtements. Elle grimpe à côté de la femme et la radio s'allume pour lui dire qu'elle a attendu la guide touristique pendant très longtemps. C'est alors qu'elle appelle une femme,
le docteur Weaver, et elle lui adresse un message inquiétant qui menace clairement la vie du médecin. Celle-ci se lève alors et sort un livre détaillant le dossier d'une patiente, et elle en extrait une seule photo. Ok, cette guide touristique qui n'a apparemment aucun lien avec Derek a été attaquée par le même monstre terrifiant qui l'a tué 2 semaines avant. Aucun progrès n'a été fait dans l'affaire de Derek depuis sa mort, et la police devrait vraiment faire plus d'efforts pour enquêter sur les antécédents de Madison, qui est déjà le suspect numéro 1 en tant qu'épouse du défunt. La pauvre femme est exténuée et déprimée après une expérience émotionnellement et physiquement épuisante. Mais elle est le seul lien clair avec Derek, et découvrir les origines de son passé mystérieux est la clé de cette affaire. Cette guide touristique ne semble pas être liée à Madison, ce qui veut dire que Madison et sa sœur n'ont aucune raison de la déclarer disparue après son agression. Mais sa disparition devrait être remarquée par quelqu'un de son entourage, ce qui finirait par la mettre dans le collimateur de la police et donnerait lieu à une enquête distincte sur ses allées et venues. Si c'était moi, un des principaux endroits que j'examinerais en tant que policier serait son lieu de travail, qui est exactement l'endroit où elle a été attaquée et kidnappée. Même si la police a déjà indiqué avoir des difficultés à identifier les empreintes digitales du suspect, à ce stade, elle devrait trouver quelques cheveux rebelles tombés de la tête du tueur. Les 2 choses que l'on sait sur ce tueur sont qu'il a un goût prononcé pour les meurtres sanglants et qu'il possède une immense tignasse de cheveux qui devrait tomber à un moment ou à un autre, en particulier quand il commet un meurtre vicieux de sang-froid. Les humains perdent en moyenne une centaine de cheveux par jour, et ces cheveux sont donc très souvent utilisés comme élément de preuve dans les affaires. Il est impossible que quelques-uns de ces longs poils noirs passent inaperçus après une enquête policière approfondie, ce qui ramènerait la police à Madison. Ça a été impossible dans le cas du meurtre de Derek parce que le tueur était déjà dans la maison. Mais une fois que les cheveux auront été envoyés à un médecin légiste, celui-ci pourra les analyser et établir un lien entre ces 2 affaires. Le comportement de Madison et son insistance à ne rien savoir du meurtre sont assez convaincants. Mais une fois que l'affaire de la guide touristique sera reliée à la sienne, je consulterai un psychologue pour savoir s'il existe des cas où une personne peut commettre un meurtre dans son sommeil ou refouler le souvenir au point de ne pas y croire elle-même. Malheureusement, personne ne fera le lien entre la disparition de la guide et le meurtre de Derek avant un certain temps. Et plusieurs autres victimes sont sur le point d'en payer le prix de leur sang. Parallèlement, Madison ramasse son linge avant d'entendre le cri de Stéphanie émanant de la radio. Dans l'espoir qu'il n'y ait pas lieu de s'inquiéter, elle sort de la pièce et descend son escalier, avant de voir une fille passer en courant devant la balustrade. Choquée, Madison se dépêche de descendre pour voir où est passée l'intruse, mais il n'y a aucun signe d'elle nulle part. Elle entend un bruit de sonnerie dans le salon et vérifie l'arrière de sa tête où elle constate qu'elle saigne. Madison décide de mettre sa machine en route. Tout à coup, le docteur Weaver lui hurle dessus dans le reflet de la porte de la machine, et Madison recule tout en exigeant de savoir qui elle est. C'est alors qu'elle perd le contrôle de son corps, et elle voit le médecin se faire traîner par une silhouette de l'ombre. Cette dernière plaque le médecin au sol, tandis que Madison remarque que la pièce autour d'elle se transforme et change. Fixant la télévision, le docteur Weaver l'entend réciter la phrase « Time to cut out the cancer ». Et la femme est sous le choc parce qu'elle réalise qui est le tueur, avant d'être à nouveau projetée dans la pièce. Le docteur Weaver tente de s'enfuir, mais elle est vite rattrapée et sauvagement assassinée. Ça fait 2 cibles abattues, et il en reste 5. Madison se réveille en hurlant suite à son cauchemar ultra réaliste, examinant sa tête et constatant qu'elle est tachée de sang. Plus tard, les enquêteurs fouillent la maison du docteur Weaver, et ils découvrent que sa tête a été fracassée avec un trophée. En fouillant une des pièces, Kekoa découvre cette photo d'une mystérieuse patiente. Et Regina lui fait remarquer que le docteur tenait un journal sur chacun de ses patients. L'homme demande à son équipe de rassembler tous les dossiers, insistant pour qu'ils examinent chacun d'entre eux. Pendant ce temps, Sydney entre dans la salle de bain de sa sœur et la réconforte. Madison explique qu'elle faisait la lessive et qu'elle a été témoin du meurtre commis par le personnage dans la maison du médecin. Confuse, Madison se demande ce qui se passe. Sa vie est en train de partir à la dérive et elle est sur le point de découvrir des détails terrifiants de son passé. Dans un autre quartier de la ville, un vieil homme discute de la mort du médecin avec son ami, ne sachant pas pourquoi elle a été assassinée. Il perd le signal du réseau téléphonique et s'aperçoit que sa fenêtre s'est ouverte d'elle-même. En s'approchant, il aperçoit cette traînée d'eau qui mène au placard voisin. Il allume la lumière et ne trouve rien de suspect à l'intérieur. Il continue à vérifier sa maison avant de jeter un coup d'œil à l'extérieur par cette fenêtre, sans jamais remarquer que la silhouette sombre s'est déjà glissée dans sa chambre. Quand il retourne à son lit, la silhouette disparaît
laissant le vieil homme seul. Il s'assoit et éteint la lumière, ne réalisant toujours pas qu'un tueur redoutable est sur le point de passer à l'action. L'homme apparaît alors devant Madison, avant que son environnement ne se transforme à nouveau. Une silhouette sombre plane au-dessus de son corps, sans que Madison ne puisse réagir. Elle se dirige vers le vieil homme et sort une lame effilée. Le vieillard se réveille et voit la créature terrifiante se tenir au-dessus de lui. Il pousse alors un cri étranglé tout en se faisant poignarder jusqu'à la mort. Ça fait 3 cibles abattues et il en reste 4. Madison se réveille, hurlant à cause de son cauchemar, et Sydney se précipite pour vérifier comment elle va. La femme terrifiée dit qu'elle a vu quelqu'un se faire tuer, et qu'elle était dans la même pièce, et qu'elle a réussi à apercevoir le visage de l'homme et l'endroit où ça s'est passé. Ok, Madison a des visions des meurtres. Elle est capable de voir qui est tué et quand, puisque c'est exactement au moment où ça se produit. Et même si tout ça ressemble à un cauchemar invraisemblable, elle est sur le point de découvrir que ses rêves sont en fait des réalités. Madison n'a aucun moyen d'alerter la police sur ce qui se passe, puisqu'elle est bloquée dans ses visions. Mais elle devrait s'adresser à plusieurs professionnels de la santé pour faire observer ces événements, afin que la police et elle-même puissent mieux comprendre ce qui se passe. Pour commencer, la police fait un travail déplorable. Bon, le meurtrier est maintenant bien lancé dans sa série de meurtres. Nous pouvons donc exclure toute possibilité d'empreinte digitale. Et la police n'a pas été en mesure d'utiliser les traces de gants à son avantage. Cependant, il est tout à fait illogique qu'il n'y ait pas eu de cheveux sur les scènes de crime, maintenant qu'il y a eu précisément 2 meurtres dont ils sont au courant et une disparition dont ils devraient être au courant. Si c'était moi, je me pencherais sérieusement sur ce qui se passe dans ce service, afin de comprendre comment il est possible que Kekoa et Regina fassent un travail aussi bâclé pour trouver le meurtrier. Pour l'instant, Sydney semble être la plus utile et la plus proactive du groupe. Et si j'étais elle, j'emmènerais ma sœur voir un professionnel de la santé pour la plaie hémorragique ouverte dans son crâne qui ne veut pas guérir. Madison saigne littéralement de l'arrière du crâne, régulièrement. Elle a probablement besoin de points de suture et personne ne l'emmène voir un médecin, alors que la lésion qu'elle a subie ne cesse de se rouvrir. Le fait que Madison prétende avoir vu ces meurtres odieux relève davantage du domaine des soins psychiatriques. Mais le simple fait de l'emmener faire examiner sa blessure ferait avancer l'enquête de façon remarquable. Quand un médecin verra le trou béant à l'arrière de la tête de Madison, il se rendra compte qu'il s'agit d'une anomalie médicale et que ce n'est absolument pas normal. Et il l'enfermera jusqu'à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un examen plus approfondi. Ça permettra de révéler la nature mystérieuse du passé de Madison et de comprendre qui est le véritable meurtrier. L'autre possibilité, c'est que Madison aille dans un établissement psychiatrique. Elle serait probablement internée parce que le fait d'avoir des visions de choses qui ne vous sont pas réellement arrivées est un symptôme pour plusieurs maladies mentales et qu'elle pourrait devenir un danger pour elle-même. Mais si Madison est internée, elle sera surveillée de près dans un endroit fermé à clé et la véritable nature de ses visions sera révélée. Soit le meurtrier s'échappera de l'établissement, ce qui permettra de le relier clairement à Madison, soit elle sera détenue et la réapparition du meurtrier sera observée par les personnes présentes dans l'établissement. Les 2 jeunes femmes décident de se rendre au poste de police et d'expliquer que Madison a un lien quelconque avec les meurtres brutaux. Elle les voit se dérouler en temps réel, le docteur Weaver étant la première victime, puis ce vieil homme qui a été tué en face des appartements de Silvercup à North Beacon Hill. Regina demande si elles disent la vérité, mais Sydney affirme que sa sœur ne ment pas. Elle a vu la mort du médecin qui s'est produite et a maintenant été témoin d'un autre meurtre. Le groupe arrive à l'appartement près de la Silvercup et Madison indique le dernier étage où vit sa dernière victime. Sydney propose de les aider dans l'enquête, mais Regina lui demande de s'écarter. À l'étage, elle reproche à Kekoa de traiter les filles différemment parce qu'elles sont jolies. Il nie que leur apparence ait quoi que ce soit à voir avec ça, avant de pénétrer dans l'appartement de la victime. Regina demande à tous ceux qui pourraient se cacher de se montrer, tandis que les 2 enquêteurs poursuivent leurs investigations. C'est alors que Regina ordonne à son partenaire de venir jeter un coup d'œil dans cette chambre, où il découvre un corps horriblement défiguré allongé sur le lit. De retour au poste de police, Regina se moque d'un horrible croquis du meurtrier que Madison a dessiné, ce qui a pour effet de la démotiver et de la faire partir. Elle se lave les mains dans les toilettes avant de ressentir une vive douleur dans sa nuque. Les lumières commencent à s'allumer et à s'éteindre, devenant de plus en plus faibles avant qu'elle ne reçoive un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Elle décroche et entend une voix fantomatique qui dit « Bonjour, Emily ». Confuse, la femme insiste sur le fait qu'elle s'appelle Madison, mais la voix révèle que c'est sa mère adoptive qui lui a donné ce nom et que son vrai prénom est Emily. La voix insiste sur le fait que Madison sait déjà de qui il s'agit et que maintenant, ce mystérieux tueur va se déchaîner sur tous ceux qu'elle aime. Madison appelle instinctivement le meurtrier par son nom, Gabriel, le suppliant d'arrêter, mais la voix rigole et lui réaffirme qu'il est trop tard pour l'arrêter.
Elle retourne vers les bureaux et informe sa sœur qu'elles doivent s'en aller. Sur la route, Sydney lui demande pourquoi elle n'a pas prévenu la police de l'incident. Madison refuse de donner plus d'informations, sachant qu'il la soupçonne déjà d'être la meurtrière. Elle révèle que le tueur s'appelle Gabriel et qu'il fait partie de son passé dont elle n'arrive pas à se souvenir. Il a quelque chose à voir avec cette affaire et elles sont sur le point de découvrir son sombre secret. Ok, Madison a fait part de ses visions à la police et elles se sont révélées être une réalité. Même si elle prétend n'avoir rien à voir avec les meurtres, elle est le lien évident entre toutes les affaires. À ce stade, Madison est innocente, mais il est tout à fait illogique que la police ne délivre pas encore de mandat d'arrêt à son encontre. Le meurtre de l'appartement de Silvercup n'était même pas dans le viseur de la police, puisque l'homme vivait seul et qu'il n'avait pas encore été signalé, ce qui veut dire que Madison et sa sœur étaient les seuls à être au courant. Et même si Kekoa et Regina pensent que Madison dit la vérité, ils ont suffisamment de preuves pour pouvoir la placer en garde à vue. Cette solution paraît être la plus simple, parce que dans le cas de Madison, elle n'est peut-être pas le tueur, mais il vit dans le même corps qu'elle, et l'emmener arrêtera les meurtres ou le forcera à se révéler pour essayer de les libérer tous les deux de leurs cellules. Ça pourrait nécessiter une certaine puissance de feu pour le neutraliser, mais la chose la plus sûre à faire, et qui permettrait de déterminer une fois pour toutes qui est le tueur, serait d'essayer de le capturer d'abord. La police doit faire son travail maintenant, et faire un travail de détective pour trouver le lien entre les meurtres et Madison, et découvrir ainsi les informations relatives à son état de santé. Dans les deux derniers cas, les deux victimes étaient des médecins, de sorte que tout domaine d'études similaire ou toute institution dans laquelle ils auraient été impliqués ensemble pourra être découvert très facilement auprès de leurs amis et de leurs familles ou d'autres associés, ce qui permettra de découvrir ce qui se passe ici avec Madison. La police devra alors découvrir comment ces médecins ont pu endormir Gabriel pendant toutes ces années. Madison a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte sans avoir de problème avec Gabriel, et si ça a été fait une fois, ça pourrait l'être à nouveau. Plonger Gabriel Madison dans un coma artificiel serait le meilleur plan d'action à adopter une fois qu'ils seront en détention et qu'on en saura plus sur la manière exacte de traiter Madison. Étant donné que Gabriel est essentiellement un parasite malin présent dans le corps et le cerveau de Madison, il devrait être traité de la même manière qu'une tumeur maligne. Dans le cas d'une tumeur maligne, les médecins ont la possibilité de procéder à une ablation chirurgicale de la tumeur ou avoir recours à la chimiothérapie ou à la radiothérapie pour s'en débarrasser. La chimiothérapie peut être utilisée avant ou après l'opération pour réduire la taille de la tumeur ou détruire les cellules anormales persistantes après l'opération. Gabriel est la tumeur la plus anormale qu'une personne puisse avoir. Ils devront donc utiliser la version la plus extrême de ces tactiques pour s'assurer de s'en débarrasser une fois pour toutes. Madison se rend en voiture chez sa mère Jean et la supplie de se souvenir si elle a entendu parler d'un frère au cours de la procédure d'adoption. Jean nie avoir eu connaissance que Madison avait des frères et des sœurs, et c'est alors qu'elle mentionne le nom de Gabriel. En entendant ça, Jean leur montre une vidéo enregistrée lors de sa fête d'anniversaire il y a très longtemps. Elle voit une Madison plus jeune souffler ses bougies, puis tourner la tête et parler à ce qui semble être un ami imaginaire. Les parents lui demandent à qui elle parle, et demandent avec insistance qu'elle dise la vérité. C'est alors que Madison mentionne le nom de Gabriel, insistant sur le fait qu'une voix lui dit qu'ils ne sont pas sa vraie famille. Jean change d'enregistrement et les montre la veille de Noël se préparant à mettre Madison au lit. Il découvre qu'elle parle à un interlocuteur invisible au téléphone, et elle supplie Gabriel d'épargner sa petite sœur à leur bébé. Sa mère interrompt le visionnage du film et elle explique que Madison avait l'habitude d'avoir des conversations troublantes avec l'homme invisible. Et Madison se demande si tout ça n'était pas le fruit de son imagination. Jean suggère qu'elle avait créé Gabriel pour combler le vide causé par son adoption, persuadée qu'il disparaîtrait s'il lui donnait suffisamment d'amour. Pendant ce temps, au commissariat, Kekoa fait une découverte capitale. Il sort une clé USB sur laquelle est inscrit le nom de May, et il la connecte à son ordinateur. Il trouve un fichier vidéo de ce médecin qui explique qu'Emily est soignée depuis 7 ans et qu'elle a récemment montré des signes de psychose mentale. Elle a contacté un hôpital externe pour l'aider dans son cas, en mentionnant le Dr Weaver et cet homme appelé Dr John Gregory. À ce moment-là, Kekoa cherche le nom et l'adresse de l'homme, soupçonnant qu'il pourrait être la prochaine victime. Chez elle, Madison est en train de se laver le visage dans la salle de bain quand son monde se transforme une fois de plus. Elle voit le Dr Gregory apparaître dans le reflet du miroir. Elle regarde autour d'elle, terrifiée, sans se rendre compte qu'un tueur se tient juste derrière elle. Kekoa se précipite vers l'appartement du docteur Gregory, entre par effraction et annonce qu'un officier de police se trouve dans sa résidence. Il trouve l'endroit totalement vide, mais quand il entre dans la salle de bain, il découvre un corps brutalement défiguré dans la baignoire, ce qui fait 4 cibles éliminées, et il en reste 3.
L'homme ignore que Madison peut le voir et qu'elle le prévient que le tueur est toujours là. Ok, Kekoa et la police ont enfin découvert des informations sur le passé des médecins décédés. Ils ont identifié la prochaine victime et ils ont raison d'essayer de devancer le tueur pour pouvoir l'intercepter et le piéger quand il sera à portée de main. À ce stade, ils devraient déjà avoir compris le lien entre Madison et ses médecins, mais le fait de se retrouver face à face avec le tueur devrait aussi leur permettre de mieux comprendre la relation très étroite qu'elle partage avec Gabriel. Il y a une autre chose que Madison pourrait faire pour aider la police à empêcher Gabriel de commettre un nouveau meurtre. Pendant que Gabriel commet ses crimes, Madison est capable de voir tout ce qu'il fait, mais son corps est figé au même endroit, incapable de bouger. Elle vit les meurtres de Gabriel dans un état de rêve, et la situation est très similaire à celle d'une personne souffrant de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quand une personne ne peut pas bouger ses muscles quand elle se réveille ou s'endort, et elle est souvent accompagnée de visions et de cauchemars qui semblent réels. Ça se produit parce que le cerveau détecte des signaux de relaxation des muscles et des membres quand une personne est endormie, de sorte que son corps reste immobile pendant la phase de sommeil paradoxal. Il n'y a pas de raison précise à ce phénomène, mais il peut être lié au syndrome de stress post-traumatique, aux troubles anxieux en général, aux troubles paniques et à la narcolepsie entre autres. Madison a un passé assez trouble, ce qui fait qu'elle est plus susceptible d'être plongée dans cet état onirique par Gabriel. Mais il y a encore de l'espoir pour elle si elle se concentre un tout petit peu dans ces moments-là. Madison pourrait essayer de se concentrer progressivement sur les mouvements mineurs de ses doigts et de ses orteils pour l'aider à se réveiller et à reprendre le contrôle de son corps. Dans de nombreuses situations de paralysie du sommeil, le rêveur ne peut pas faire grand-chose pour se réveiller par lui-même. Mais certains rapports montrent que si la personne essaie de bouger quelque chose de petit, un mouvement à la fois, ce serait la clé pour se réveiller complètement. Avant ces événements, Madison devrait également essayer d'obtenir une ordonnance médicale d'un pharmacien pour de l'imipramine et de la clomipramine, qui peuvent aider avec la paralysie du sommeil et potentiellement incapaciter Gabriel entièrement, puisque son contrôle provient principalement de son propre cerveau. Le seul problème avec ce plan, c'est que les visions de Madison se produisent vraiment en réalité, alors que les rêves de paralysie du sommeil ne sont que le fruit de l'imagination. Madison est donc vouée à se réveiller dans des endroits vraiment incriminants et terrifiants. Tout à coup, il est attaqué par derrière et manque d'être poignardé, mais il repousse le tueur et tire plusieurs coups de feu. Kekoa le poursuit dans les couloirs et le regarde descendre par l'escalier de secours. Il poursuit le tueur dans ce sous-sol et à travers de nombreuses pièces, jusqu'à ce qu'ils atteignent les tunnels souterrains de Seattle. Il continue de le poursuivre dans les sous-sols jusqu'à ce qu'il atteigne cette pièce fermée. Kekoa regarde prudemment autour de lui avec sa lampe torche, et il s'écarte rapidement du chemin quand un chariot en mouvement fonce sur lui. Il vérifie à l'intérieur, mais il est vide. À ce moment-là, il est poussé contre le chariot par le meurtrier et il lui tire dessus à plusieurs reprises. Mais il réussit à s'enfuir. Le lendemain, il confronte Madison en l'informant que chaque médecin tué était chargé de s'occuper d'elle, révélant que son nom de naissance est Emily May. Avec l'aide d'une hypnothérapeute, elle tente de se remémorer ses souvenirs inconscients. Tout à coup, elle se souvient d'une fois où Gabriel a pris le contrôle de son esprit quand elle était petite fille, et il l'a fait se faufiler dans la chambre de ses parents avec un couteau. Madison commence à péter les plombs, mais les autres réussissent à la calmer. Elle se souvient maintenant que ça s'est produit quand elle était enfant. Gabriel voulait faire du mal au bébé, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas fini, parce qu'il veut être le seul membre de la famille dont Madison a réellement besoin dans sa vie. Et voilà que la guide touristique parvient à se défaire de ses liens. Elle marche dans le grenier, mais le plancher se dérobe sous elle et elle s'écrase au niveau inférieur. La police est obligée d'arrêter Madison, et Sidney les supplie de la laisser partir. La jeune femme accusée est placée en garde à vue, et Regina affirme que l'affaire est bouclée. Madison a caché des gens dans sa maison, et les meurtres ont tous été commis par elle en personne. Mais elle rejette la faute sur Gabriel, elle pique une crise et provoque l'explosion des lumières. C'est alors qu'un inconnu appelle le téléphone de Kekoa, et ils se rendent compte qu'il s'agit de Gabriel. Il décroche et se présente en tant que détective, tandis que Regina commence rapidement à enregistrer. La voix avoue à Kekoa qu'il a déjà été démasqué, mais que le mystérieux personnage veut ses affaires qui se trouvent dans le grenier de Madison, et il est prêt à tout pour les récupérer. Pendant ce temps, Sidney se rend au centre médical abandonné où Madison a été patiente, et elle cherche dans les archives un dossier portant le nom d'Emily May. Sidney retourne chez sa mère et insère une cassette vidéo qu'elle a trouvée au centre de recherche. On y voit la vraie mère de Madison qui explique qu'on lui a reproché d'avoir eu une grossesse par accident. Et elle regarde la caméra en les suppliant de protéger Madison. Elle regarde un autre enregistrement où elle voit la jeune fille sous sédatif et il l'interroge sur les raisons de son comportement plus agressif.
Madison révèle que l'autre voix dans sa tête la tourmente. C'est alors que la chercheuse fait pivoter la caméra pour montrer une créature terrifiante sur son dos. Elle explique que Gabriel est une sorte de kératome, un jumeau parasite qui se présente sous la forme d'une tumeur. Le phénomène se produit quand deux embryons dans l'utérus ne se séparent pas comme d'habitude. Gabriel se nourrit de la jeune fille comme un parasite pour survivre, et les médecins n'ont pu retirer qu'une certaine quantité de kératome sans affecter la santé de Madison. Pendant ce temps, Madison est envoyée dans cette cellule de prison, et elle s'assoit alors que les autres détenus viennent la confronter, menaçant de lui faire du mal si elle ne paye pas. C'est alors qu'elle se met à convulser violemment devant les détenus, et que les lumières s'allument et s'éteignent. Tout à coup, Madison se prend la tête dans les mains et s'ouvre l'arrière du crâne sous les yeux médusés des détenus. Elle se relève et commence à se contorsionner dans des positions terrifiantes. Gabriel prend possession de son corps et il les tue brutalement l'une après l'autre, tandis que cette blonde supplie les gardiens de la laisser sortir. Et Madison termine son carnage par le meurtre de la blonde, en lui enfonçant les 2 pouces dans le crâne. Lorsque le garde arrive, elle utilise la blonde comme bouclier humain contre ses balles, tout en courant en direction de l'entrée de la cellule. La meurtrière achève brutalement le garde. Et maintenant, Gabriel est enfin libre. Ok, la police a finalement réussi à cerner la situation dans son ensemble, et Madison a perdu le combat face à son jumeau parasite, Gabriel. Il s'est complètement emparé de son esprit et de son corps, et il veut du sang. Il est incroyablement rapide et fort, et apparemment, même si Madison et lui partagent le même corps, il est capable de se remettre des balles bien plus vite que Madison. Il s'est nourri du corps de Madison pendant tout ce temps, et Sidney et la police doivent le faire payer. Maintenant, étant donné que Gabriel est resté en sommeil dans l'esprit de Madison durant tout ce temps, on ne sait que peu de choses sur lui. La première, c'est qu'il est complètement et totalement diabolique. La seconde, c'est qu'il est incroyablement rancunier. Plutôt que de passer son temps à essayer de comprendre ce que c'est que d'être un humain pour la première fois, il a décidé d'assassiner les gens qui l'ont supprimé et d'attirer l'attention sur lui et sur son existence. Il aurait pu se contenter de partager le corps de Madison avec elle pendant qu'elle dormait, mais au lieu de ça, il a choisi une vie de vengeance. Ce qui veut dire que son prochain coup sera de s'en prendre à Sidney et à sa mère. Même si Sidney n'a pas de vendetta contre Gabrielle, il voulait la tuer avant même qu'elle ne naisse. Et il est fort probable qu'il s'en prenne à nouveau à elle. Si j'étais Kekoa et Regina, j'utiliserais Sidney comme appât pour attirer Gabriel dans un endroit où nous pourrions l'anesthésier pour le mettre hors d'état de nuire, puis lui administrer des drogues expérimentales pour voir comment le supprimer ou même le tuer complètement. Gabriel est peut-être une anomalie, mais il est toujours dans le corps de Madison, et même s'il semble plus fort, il doit y avoir des limites à ce que son corps peut supporter. Kekoa et Regina pourraient l'attirer quelque part en utilisant Sidney et essayer de la battre. Mais ça tuerait Madison aussi. Et s'il y a une possibilité de la sauver, ils devraient le faire. Les policiers n'ont pas la capacité d'administrer des anesthésiques pour endormir les gens. Mais de nombreux médecins ont été tués au cours de cette enquête. Il ne devrait donc pas être trop difficile de demander à un des collègues des médecins de remplir une pièce isolée avec la bonne quantité de gaz pour plonger Gabriel et Sidney dans un état de sédation. Une fois Gabriel maîtrisé, Sidney pourra retourner à sa vie pendant que les médecins essaieront de trouver le bon dosage de médicaments pour le garder en sommeil jusqu'à la fin de la vie de Madison. Les thérapeutes devraient ensuite aider Madison tout au long de sa vie à apprendre à parler à Gabriel dans son esprit et à essayer de le contrôler ou de le guérir. Il faut espérer qu'il restera en sommeil pour toujours, mais si son corps s'habitue au traitement anesthésique, aider à guérir l'enfant intérieur de Gabriel pourrait être bénéfique pour tout le monde la prochaine fois qu'il refera surface à l'arrière de la tête de Madison. Sidney utilise les informations qu'elle a trouvées pour appeler Kekoa, révélant que Gabriel est revenu à la vie quand le mari de sa sœur lui a enfoncé la tête contre le mur. Depuis ce moment-là, Gabriel contrôle la jeune femme à chaque fois que les meurtres ont lieu. La mère biologique de Madison est toujours en vie, mais Kekoa lui dit qu'il le sait déjà, parce qu'il s'agit de la guide touristique qui est tombée du grenier de Madison. Pendant ce temps, une Madison totalement possédée parcourt le local des pièces à conviction, trouve un couteau et enfile un manteau de cuir noir. Elle se précipite dans le poste de police et commence à tuer brutalement toutes les personnes qui s'y trouvent. Kekoa et Regina arrivent pour voir le chaos se dérouler sous leurs yeux pendant qu'elle appelle des renforts. Lorsque Kekoa appelle la jeune femme par son prénom, Madison a une hallucination dans laquelle elle se voit piégée dans une cellule de prison avec des dizaines de gardiens assassinés. Et elle se rend compte que son corps a été complètement pris en charge par Gabriel. Les policiers courent vers le coin de la pièce avant d'être frappés par une chaise volante. Et Madison, toujours possédée, s'échappe du poste de police pour traquer sa prochaine victime. Plus tard, cette fonctionnaire de police Winnie les informe que les secours sont sur le point d'arriver.
Regina exhorte Kekoa à retrouver Madison, sinon elle va tuer la vraie mère. En arrivant à l'hôpital, il se précipite sur Gabriel qui est distrait par sa mère et il tire plusieurs balles alors que les femmes l'implorent d'arrêter. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Le tueur envoie son couteau directement dans la poitrine de l'homme qui s'écroule sur le sol. La femme possédée pousse ensuite un délit d'hôpital vers Sydney et la coince dans un coin de la pièce. Elle supplie Madison de se réveiller et lui révèle que Gabriel est à l'origine de ses fausses couches et qu'il se nourrissait lui-même pour pouvoir revenir. Tout à coup, Sydney est abattu par le tueur. Il passe ensuite à la vraie mère et défigure son visage avant de tuer la femme. C'est alors que Madison confronte enfin le tueur dans son propre monde, lui révélant qu'elle lui a fait voir une hallucination et qu'elle va maintenant le garder piégé dans leur esprit commun. Une fois son jumeau parasite emprisonné, la jeune femme se réveille et s'aperçoit que sa famille est en sécurité. Elle admet que Sydney est sa vraie sœur, peu importe leur histoire. Mais maintenant, elle va avoir beaucoup de ménage à faire. Mais qu'en pensez-vous? Comment seriez-vous en version Malignant? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!